Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler de regrets. Bah oui, de regrets. Est-ce que j'ai le regret d'avoir tout quitté? Oui, d'avoir quitté ma vie d'avant, d'avoir tout vendu mes affaires, quitté mon job, avoir quitté mes amis, quitté ma femme. Non, c'est pas vrai, j'étais pas marié, je suis pas allé jusque-là. Mais voilà, est-ce que je regrette d'avoir tout quitté pour me retrouver dans une situation finalement moins stable, mais avoir tenté l'aventure d'étudier au Japon et surtout de vivre au Japon, parce que plus le fait que de vouloir étudier au Japon, c'était vivre au Japon que je voulais m'installer là-bas. Mais avant ça, vous connaissez la chanson, on va dérouler le sommaire de l'émission. Et en vrac, on va prendre un café avec une Française sur Tokyo et on va parler de Japon, d'espace et de toaster. Oui, un jour, je vous ferai un vrai sommaire, c'est promis. Mais rentrons dans le vif des regrets, car je sais que certains d'entre vous ont le même rêve que j'ai eu, c'est-à-dire quitter leur vie, tout quitter pour vivre au Japon et voilà, aller faire réaliser leurs rêves, parce que depuis toujours, ils ont cette envie de vivre dans ce pays. Alors, sur le papier, bien sûr, c'est super cool, mais dans la réalité, c'est moins facile, vous le savez, sinon tout le monde dirait c'est pas si facile que ça que d'aller s'expatrier au Japon et de vivre sa vie. Il y a plein de conditions, le Japon n'ouvre pas ses frontières à tout le monde, c'est pas porte ouverte, il faut certains diplômes, il faut soit être marié, soit avoir trouvé un travail qui va sponsoriser votre visa et ça a un coût. Soit partir en PVT pendant un an et ça veut dire avoir des économies, soit partir étudier et ça veut dire aussi avoir des économies et quitter ce que vous êtes en train de faire actuellement sans pour autant vous garantir derrière le succès de rester. Mais voilà, on va quand même rentrer dans ce vif de ce podcast. J'ai un petit peu de mal là, je suis un peu fatigué aujourd'hui, je dois vous l'avouer, donc j'espère que je ne vais pas trop bloquer sur des mots, mais j'ai beaucoup travaillé cette semaine et du coup je suis un peu endormi. Mais voilà, donc on va prendre des risques, oui, parce que parfois ça vaut le coup de prendre des risques, beaucoup de risques pour une aventure qui pourra sûrement être extraordinaire, mais qui a aussi des chances au final, comme je vous le disais, de ne pas donner grand-chose sur le long terme. Et forcément, ça fait un petit peu peur, on se pose plein de questions, on ne sait pas trop, on va hésiter, et honnêtement, c'est tout à fait normal, et vous faites bien de faire ça, vraiment. Moi, je ne suis pas un kamikaze, je sais qu'il y a certains qui foncent, tout droit, sans réfléchir, qui n'hésitent jamais, qui se disent « Ah, j'ai envie de faire ça ». Moi, je réfléchis pas aux conséquences et j'y vais. Et c'est pas mal, c'est pas forcément mieux ou moins bien, mais il faut avoir le caractère qui va avec. Parce que parfois, vous allez vous prendre des bons coups dans la gueule, ça va mal se passer, et puis il y a des gens qui vivent très bien le fait que ça se passe mal, qui vivent très bien de vivre avec rien, et puis il y en a d'autres, c'est plus compliqué, qu'on aime leur confort, ou qui vont moins accepter l'échec. Voilà, c'est pas donné à tout le monde, on est tous différents, vous le savez là-dessus. Et je vous l'ai répété, mais des centaines de fois dans ce podcast, mais pour moi, bien préparer votre projet, c'est quand même très très important pour éviter les mauvaises surprises et que vous sachiez si oui ou non vraiment vous êtes fait pour faire ça, pour partir dans cette aventure et pas avoir justement de regrets finalement pendant l'aventure. Parfois, il y a des gens qui partent comme ça et qui disent « Ah oui, moi, mon rêve, c'est d'aller au Japon », mais sans être jamais allé au Japon, par exemple. Ou ils sont partis en vacances, mais ils n'ont pas réfléchi à qu'est-ce que va être le Japon sur place. Je vous l'ai déjà dit, des gens qui sont partis, alors le Japon, c'était leur rêve. Et quand ils ont commencé à travailler là-bas, ils ont réussi à avoir un working visa, super. Ça a été un cauchemar pour eux. Et maintenant, ils détestent le Japon. Ça existe. Il y a pas plein de gens, mais il y a des gens pour qui c'est arrivé. Il faut être au courant de ce qu'est le Japon, de comment ça fonctionne, des difficultés. J'ai eu des gens parfois qui m'ont écouté sur ce podcast et qui m'envoyaient des messages avec des projets un peu naïfs, qui m'envoyaient des messages en me disant « Oui, moi mon rêve c'est d'aller au Japon, je veux faire tel truc, je veux créer ma société, ouais je suis motivé, comment ça se passe ?» Alors déjà tu leur dis « Tu veux créer ta société, tu as 40 000 € sur toi ?»« Ah non, j'ai pas d'argent. » Ah oui, mais mec, il faut te renseigner un minimum. Enfin, c'est quand même les b.a.-ba. Dès qu'on cherche un petit peu pour dire comment créer sa société au Japon, c'est le premier truc que vous allez trouver comme argument. C'est il va vous falloir 40 000 € pour créer votre société si vous n'avez pas de visa. Donc voilà, il faut préparer, il faut réfléchir. C'est pas juste un truc en disant ça a l'air cool, je vais aller là-bas, c'est génial. Peut-être que finalement la vie au Japon vous plaira pas pour X raisons. Déjà, y aller en vacances, c'est important pour déjà voir, prendre du recul, écouter les autres podcasts, le mien, les gens qui vont parler sur Instagram, les gens qui vont être gaga du Japon, des gens qui vont avoir des retours négatifs sur le Japon et vous dire
OK, c'est retour négatif, ça me parle, ça pourrait m'arriver et j'ai pas envie de vivre ça. Ou bah, c'est retour négatif, oui, finalement, je pense que je peux m'y accommoder, c'est pas très grave pour moi. Mais voilà, je pense qu'il faut bien réfléchir avant de faire ce genre de projet. Et surtout, ne pas aussi trop écouter les youtubeurs mainstream qui vont vous dire eh, venez au Japon, c'est facile. Moi, j'en connais un que j'aime pas beaucoup. Je pense que c'est un des youtubeurs préférés hein, des Français. Hein, il cartonne. Et les quelques fois où j'ai vu des vidéos, j'étais dépité par son discours où il vous ment. Voilà, il vous ment, il vous vend du rêve. Et puis il va faire des trucs putaclic. Et au final, bah non, le Japon, c'est pas facile comme ça. C'est pas genre, bah mec, tu veux venir au Japon? Bah fais-le. Non, c'est pas si simple que ça. Tout le monde ne peut pas le faire. Ça va être compliqué. Ça va demander de l'investissement. C'est pas simple pour tout le monde. Bien sûr, pour des gens, ça va tous se dégoupiller facilement. Voilà, vous allez y aller en vacances, vous allez rencontrer une Megumi, bim, ou votre Juichi, bien sûr. Et hop, ça va être, voilà, tout va se passer, vous allez vous marier, puis hop, ah tiens, il y a un boulot qui vous tombe dessus, un peu par magie. Oui, il y a des gens qui sont très chanceux, mais pour les trois quarts des autres personnes, ça va être compliqué, ça sera peut-être même pas facile du premier coup, il faudra peut-être changer votre vie, il faudra peut-être vous former à d'autres choses, il faudra peut-être aller chercher des diplômes, il faudra peut-être apprendre le japonais. Voilà, il y aura plein de choses à faire et de contraintes à mettre dans sa vie pour réussir. Ne croyez pas les discours qui vous disent le Japon c'est super, c'est facile, mec, qu'est-ce que t'attends? Parce que bah non, c'est pas si simple. Ça peut l'être, mais il faut préparer un minimum, sinon vous allez être déçu. Et peut-être que vous allez aller au Japon en PVT en disant bah ça va, de toute façon c'est easy pour moi, et puis finalement ça va mal se passer pour vous. Et peut-être que ça va bien se passer, mais encore une fois, ça coûte rien de préparer un minimum, de se renseigner et de pas s'arrêter juste sur des mecs qui sont là pour vous vendre du rêve. Parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Moi, j'essaye de vous vendre du rêve sur les bons côtés, mais j'essaye de vous dire aussi, attention, il y a aussi plein de mauvais côtés au Japon. C'est pas le pays idéal, c'est pas le pays parfait. Ça peut l'être pour vous, peut-être, et peut-être que vous allez être dans des conditions super, mais réfléchissez. Voilà, réfléchissez bien. C'est une super aventure de partir au Japon. Ça peut être génial. Vous allez peut-être vivre un conte de fées là-bas et être largement mieux que dans votre vie d'avant. Mais il faut bien réfléchir, je pense, avant de partir pour ne pas avoir des désillusions et se retrouver bah, aussi dans la merde. Parce que parfois, il y a des gens qui sont dans la merde et qui arrivent toujours à s'en sortir. Et il y a des gens, parfois, ils sont dans la merde et puis bah, ça devient de plus en plus difficile. Et donc, ça coûte pas grand-chose de préparer un petit peu, de passer quelques heures, quelques journées à écouter, à s'informer, à noter, à réfléchir sur soi-même et ses envies, et sur qui on est et est-ce que ça match finalement avec les problématiques sur place. Je pense que c'est pas grand-chose à faire, mais il faut le faire et ça fait pas de mal. Mais alors forcément, après avoir dit tout ça, ça fout un peu les chocottes. Hein. Oui, on se pose plein de questions, on ne sait pas, voilà, on hésite. Et c'est encore une fois tout à fait normal. Hein. Moi, par exemple, vous l'avez compris, hein, je ne suis pas du tout ce kamikaze. Hein. Les mecs qui foncent tout droit et qui n'hésitent jamais, c'est bien. Hein, voilà, encore une fois, il faut avoir le caractère, mais voilà, c'est pas du tout mon caractère à moi. Moi, je suis plus du genre à préparer, à réfléchir, à me renseigner, etc. avant bah, voilà, de me lancer dans une grande aventure comme ça, pour justement ne pas avoir après de regrets et me dire ok, c'est bon, c'est fait pour moi, a priori, même s'il va y avoir des surprises, il va y avoir des choses, hein, l'aventure est quand même bien cadrée, je sais à quoi m'attendre. Mais certains doivent se demander du coup pourquoi parler de regrets. Voilà, pourquoi parler de regrets? Parce que finalement, je suis allé au Japon, j'ai vécu un rêve, je fais un podcast de 162 épisodes, c'est 162e, donc à final, c'est que j'aime bien le Japon. Hein. Donc pourquoi commencer à parler de regrets? T'as vécu quand même ce rêve que plein de gens aimeraient réaliser. Il y a quoi à regretter au final? Hein. Bien sûr, on va en parler en détail hein, dans cet épisode après, mais juste pour mettre le contexte, j'ai donc tout quitté, j'ai vendu toutes mes affaires, j'ai quitté mon boulot, ça faisait 15 ans hein, que j'étais dans cette boîte, donc j'étais vraiment dans une vie pépère, le genre de boîte où j'étais pas prêt d'être viré, où c'était plutôt pépouze, j'allais au boulot, j'avais aucun stress le matin, je faisais mon boulot, je rentrais le soir bah, j'avais pas de projet d'avenir spécifique, donc ouais, je pouvais profiter de mes soirs et de mes week-ends en loisirs, jouer à des jeux vidéo, aller au ciné, regarder des films. Ouais, j'avais pas de contraintes spécifiques, c'était une vie plutôt cool, pas forcément supra passionnante bien sûr, mais plutôt tranquille on va dire. Et là du coup bah, c'était un vrai changement de cap, je parle même pas du côté donc aventure, hein, de vivre dans un pays dont on parle pas la langue, etc. C'était vraiment un changement de vie et bah, changer tout ce petit confort finalement, le petit train-train qui est un peu chiant mais qui est quand même agréable à avoir mine de rien. Mais c'était surtout aussi beaucoup d'argent qui était mis sur la table. Hein. C'était un gros budget parce que bah, à partir, il faut que tu payes il faut que tu payes ton loyer, il faut que tu payes ton voyage, il faut que tu payes ton école, puis tu as ta vie de tous les jours, puis il n'y a pas de rentrée d'argent derrière.
Si vous êtes étudiant, vous allez peut-être faire un petit job où il y a peut-être les parents derrière, mais si vous n'êtes pas étudiant, bah, c'est votre argent, c'est vos économies qui vont partir là-dedans et qui vont partir en fumée petit à petit, ça descend, ça descend, ça descend. Et donc voilà, il n'y a pas beaucoup aussi forcément de filet de sécurité pour moi derrière, hein. J'avais pas de retour chez papa-maman pour me refaire après en me disant, bah tiens, pendant 2 ans, je vis chez papa-maman, j'ai le temps de me retrouver un boulot, je retrouve ma chambre, mes parents qui vont me faire un petit à manger, c'est super. Bon, bah, j'ai 40 ans, donc vous vous doutez que c'est plus comme ça que ça se passe. Pareil, c'était pas une année sabbatique où je me disais, bah voilà, quand je vais rentrer, de toute façon, j'ai mon boulot qui m'attend, etc. Donc, pas de filet de sécurité. Donc, bah voilà, il peut y avoir quand même un petit peu de friction et un peu de crainte ou de se dire, est-ce que je fais bien? Bon, après, j'avais quand même, vous le savez, hein, je suis quelqu'un qui prépare les choses, donc j'avais justement préparé des filets de sécurité car je savais quand même qu'il y avait de fortes chances qu'après mes 2 ans de Japon, c'est pour ça que je vous dis, j'ai réfléchi à tout ça, je suis pas parti en disant, c'est bon, je suis étudiant au Japon, je vais vivre au Japon, ça y est, c'est fait. Ben non, je savais qu'après mes 2 ans de Japon, ça serait compliqué, qu'il faudrait peut-être que je rentre en France, que je trouverais peut-être pas un boulot sur place, que ça serait pas forcément simple, que j'aurais sûrement pas un niveau de japonais pardon, suffisant pour m'ouvrir les portes de la vie sur place. J'avais réfléchi à tout ça avant de partir, donc j'ai eu une désillusion en rentrant bien sûr, mais je suis pas tombé des nues en disant mais ça n'a pas marché, mon Dieu, ça n'a pas marché, parce que je m'étais préparé. Voilà, je savais que c'était une voie possible, c'était même la voie qui était la plus probable dans mon projet, mais j'ai quand même voulu le tenter. Et vu que j'étais pas dans le mood de me marier aussi pour avoir un visa, hein, donc forcément je savais que mes chances étaient vraiment maigres pour pouvoir rester au final. Et c'est ce qui est arrivé. Voilà, finalement, ce qui est arrivé. J'ai dû rentrer en France, j'ai pas eu le choix. Mon niveau en japonais ainsi que ma situation à la fin de mon aventure n'était pas franchement, on peut pas considérer que c'est un succès. J'ai pas réussi. Mon but, c'était d'aller vivre au Japon, de m'installer, de faire ma vie là-bas. Après mon aventure, bah, ça a été un échec. Je suis rentré et ça n'a pas marché. Et il faut pas avoir peur de dire que c'est un échec. Les échecs, ça fait partie de la vie, ça permet d'apprendre, ça permet de rebondir. C'est pas cool, bien sûr, j'aurais préféré que ça fonctionne. Je vais pas vous dire que j'étais joie bonheur en me disant oui, j'ai foiré, mais c'est pas grave, je suis content. Non, bah non, j'étais vraiment très triste de rentrer au Japon, j'étais pas bien. Mais voilà, ça fait partie de la chose et il faut l'accepter, et il faut le savoir avant de partir pour pas justement avoir de grosses déconvenues et de pas avoir la surprise. Parce que quand vous prenez en plus la claque de la surprise dans la gueule, la mauvaise nouvelle plus la claque de la surprise, c'est plus difficile à digérer que si vous étiez déjà un petit peu préparé à l'avance. Et quand je suis rentré, je vous l'ai dit, hein, moi j'avais plus un rond sur mon compte, hein, il me restait 4 000 euros. Alors pour certains, ils vont dire bah, 4 000 c'est génial. Bon, bah oui, mais je n'étais pas parti avec 4 000 euros hein, à la base, hein, j'ai tout vendu mes affaires, etc. Je suis parti avec 4 000 et pas d'appartement, bah, une valise remplie de mes affaires et c'est tout. Voilà, pas d'héritage, pas d'argent, pas un compte à côté où j'ai quand même 10 000 ou je sais pas quoi. Non, j'avais plus que ça, pas de boulot. Donc j'étais obligé de squatter chez des amis, hein. J'ai fait vraiment mon squatter pendant un an pour me refaire. Il me restait heureusement quand même un an de chômage, mais que j'avais préparé justement, hein. Je l'avais préparé à l'avance et je suis pas parti en me disant ah bah tiens à la fin des 2 ans il me reste 4 000 balles ou il me reste tant, parce que c'était à peu près ce que j'avais calculé, hein. J'avais assez bien fait mon budget, donc je savais qu'à la fin de mes 2 ans de Japon, bah, il me resterait à peu près tant. Et bah, j'avais prévu, j'avais dit à mes amis justement, je veux pas qu'on m'aide pour d'autres trucs, je veux pas que vous m'aidiez, que vous me disiez machin et tout. Je veux juste que vous soyez là si ça marche pas pour m'héberger pendant plusieurs mois parce que je sais que voilà, je serai un peu dans la merde le temps que je retrouve un boulot, etc. J'ai dit c'est le seul truc que je vous demande et avant de partir, je leur avais proposé ça. Donc voilà, ça s'est passé finalement un peu comme je l'avais prévu et pareil pour l'argent que j'avais en rentrant, bah, ça s'est passé comme je l'ai prévu. Donc voilà, tout ça était un petit peu préparé, était un peu prémédité au cas où, et j'avais aussi prévu bah, cette année de chômage. Je savais que si je rentrais avant 3 ans, j'avais encore un an de chômage en stock, donc je pouvais vivre dessus. Donc c'était pas non plus la catastrophe, hein, vous l'avez compris, mais forcément par rapport à quand je suis parti, bah, j'étais très loin de où j'en étais au démarrage avec 70 000 euros sur mon compte quand j'ai tout vendu, j'ai récupéré toutes mes primes, etc. et autres, et que je suis parti à l'aventure. Et puis bon, vous vous dites, ok, 4 000 euros, t'as du chômage, bon, ça va quand même. Ok, 4 000 euros, c'est pas beaucoup, mais tu peux quand même un peu, t'as des amis qui t'hébergent, t'as le chômage qui tombe derrière, donc bon, ça va aussi. Oui, vous avez raison, hein. Clairement, il y a des gens qui sont beaucoup plus dans des situations horribles que la mienne, enfin, qui était la mienne, j'en ai totalement conscience, mais après on se compare. Il ne faut pas comparer aux autres, il faut se comparer par rapport à sa vie à soi, par rapport à ses attentes. Se comparer aux autres, ça n'a pas d'intérêt. Il y aura toujours des gens pires que vous, il y aura des gens qui auront toujours mieux que vous, il y aura des gens qui auront quand je dis pire, c'est pas qu'ils sont moins bien, mais je veux dire qu'ils auront des vies qui seront plus difficiles que la vôtre, et puis à l'inverse, il y aura des gens qui auront une vie qui sera plus facile, il y aura toujours un mec, même si vous êtes très riche, il y aura toujours un mec qui sera beaucoup plus riche que vous et qui pourra faire des trucs encore plus fous que vous. Même si vous êtes très pauvre et que vous êtes en galère, bah, il y aura toujours des gens qui seront encore plus en galère que vous, qui souffrent encore plus que vous. Voilà, c'est forcément. Donc, il ne faut pas se comparer aux autres, mais se comparer bah, plutôt à sa vie à soi, à sa vie d'avant et à ses attentes finalement. Mais
En plus de la thune, il y avait quand même un truc, moi, qui me posait, qui était le plus compliqué finalement, c'est qu'il fallait vivre en plus avec l'échec de devoir rentrer dans un pays où j'avais pas envie d'être en fait. Et surtout la non-perspective d'avenir. L'échec, oui, c'est triste, ça fait du mal, mais c'est surtout la perspective de se dire, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, comment. Moi, je voulais revenir au Japon, je voulais quand même réussir ce projet, retenter autre chose. Mais la perspective rapide de retourner, elle n'était pas là, et c'était se dire, bon, encore pendant quelques années, ma vie elle va être en pause, il va falloir voilà, trouver des solutions, puis ça va prendre du temps. Donc, ça dans la tête, en plus le fait de rentrer, que vous n'êtes pas là où vous voulez être et que vous êtes dans une situation d'échec, moralement, c'est pas super facile. Alors, je n'étais pas non plus au fond de ma vie, totalement déprimé, hein, je ne vais pas vous mentir non plus, mais à l'intérieur, on a quand même ce truc-là, ce sentiment d'échec qui est là et qui n'aide pas, du coup, et qui peut du coup vous amener aussi à faire des regrets. Bref, vous comprenez que le tableau, il n'est pas tout rose. Et forcément, en rentrant après mon périple, j'ai forcément fait un bilan. Voilà, j'ai fait un petit bilan et j'ai réfléchi, est-ce que j'avais bien fait de faire ça ou non? Est-ce que j'ai bien fait de partir au Japon, de tout quitter, de dépenser toute cette thune pour finalement revenir comme un con avec, dans une situation qui est largement moins bien que ce que j'avais avant? Alors oui, techniquement, en vendant mes affaires, j'avais réussi à réunir, comme je vous le dis, un petit pactole de 70 000 euros. Alors, c'est pas que en vendant mes affaires, hein, j'avais aussi un peu économisé, j'avais réussi à avoir une prime après mes 15 ans de boulot dans la boîte, etc., etc. Je vous en ai déjà parlé dans le podcast, donc je ne reviens pas là-dessus. Et avec ces 70 000 balles, j'aurais pu en profiter pour faire autre chose. J'aurais pu, par exemple, vivre 3 ans de voyage à travers le monde, découvrir des nouvelles cultures, là, avoir zéro contrainte, ce qui n'était pas le cas au Japon, parce que j'avais la contrainte de l'école, j'avais la contrainte de me dire il faut que je réussisse pour pouvoir rester, par exemple, qui est quand même présente. Là, j'aurais pu juste me dire, non, c'est un projet de 3 ans, et puis je voyage. Je voyage, et puis on verra sur place, puis je fais plein de trucs différents, c'est génial. J'aurais aussi peut-être trouvé un autre endroit que le Japon, en voyageant comme ça, qui m'aurait encore plus plu, et où le coût de la vie aurait été par exemple moins cher, et peut-être moins compliqué aussi pour avoir un visa, pour m'installer, où j'aurais peut-être eu des opportunités de travail plus faciles, parce que pas de japonais, parce que des boulots qui se font assez facilement en anglais, ou parce que besoin de français. Ouais, ça aurait été possible, je sais pas du tout. J'aurais pu aussi en profiter pour voyager un peu, et juste un peu, pas les 3 ans, mais en même temps lancer un concept ou une entreprise. Avoir 3 ans en fait pour bosser sur un projet personnel, professionnel, vous l'avez compris, ça aurait pu être une sacrée aventure pour changer totalement de vie, par exemple, et d'avoir une vie qui me convient plus, avec la possibilité de gagner de l'argent en freelance, ne pas tout claquer mes économies aussi, d'une première vie par exemple, voilà, de pouvoir, sur ces 70 000 balles, vivre dessus, mais commencer à faire des petites missions, parce que pas de contraintes, pas d'école, donc pouvoir commencer à gagner de l'argent avec un projet, prendre son temps pour lancer le projet, mais commencer à en gagner aussi, et donc paniquer toutes ses économies par exemple. J'aurais pu aussi prendre zéro risque, tout simplement. Continuer ma vie parisienne, tranquille, économiser de l'argent pour acheter un futur appartement. C'est un de mes rêves, d'avoir quand même un appartement à moi. Moi, j'ai jamais vécu dans un appartement familial. Mes parents ont toujours bougé. Le maximum où j'étais resté avec mes parents, c'était 4 ans et c'est pas arrivé souvent. Souvent, on restait 1 an, 2 ans, voire parfois, on est resté 2 semaines dans un appartement, ou dans la même ville, je veux dire. On a déménagé beaucoup et j'ai beaucoup bougé en France. Voilà, j'ai quand même cette bougeotte-là. Et moi, mon rêve, ça serait d'avoir un chez moi, de pouvoir faire des travaux, me dire je fais des trous, je casse un mur, je fais ce que je veux parce que c'est chez moi et j'en fais un truc de ouf et je sais que c'est chez moi. Voilà. Et j'ai un toit jusqu'à la fin de ma vie, c'est mon chez moi, j'y suis bien, je l'aménage comme j'ai envie, c'est vraiment un de mes rêves. Mais bon, voilà, acheter un appartement, j'en suis très très loin, j'ai pas du tout les économies pour, j'ai pas du tout d'héritage qui va arriver plus tard. Donc voilà, puis même en acheter un sur Paris, fallait pas trop rêver, hein, ça serait pas passé vu les prix parisiens. Mais voilà, j'aurais pu commencer à économiser et faire un peu travailler là-dessus. Construire voilà ma vie, continuer de glander les week-ends, kiffer quoi, avoir une vie assez calme, voilà, trouver une copine, me poser, machin et autres, fonder quelque chose. J'aurais pu faire ça aussi, voilà, j'aurais pu être bien et continuer ma vie tranquille. Parce que oui, mon aventure japonaise, d'un point de vue concret, pour ma vie future, comme je vous l'ai dit, c'était un échec, ça n'a pas fonctionné. J'ai pas pu rester, j'avais pas d'argent en rentrant, comme je vous l'ai dit, je devais repartir finalement de zéro. Et je suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à qui ça s'est passé. Parmi mes camarades de classe, je vous l'ai déjà dit, mais très peu sont restés. Pas parce qu'ils voulaient pas rester, mais car ils n'avaient pas la possibilité, tout simplement. Le niveau de japonais pas suffisant, pas assez diplômé, pas de working visa, pas d'argent. Les raisons peuvent être nombreuses, vous le savez, on en a déjà pas mal parlé dans le podcast. Aller au Japon, vivre au Japon, s'installer au Japon, ça se fait pas en un claquement de doigts. Voilà, c'est pas comme là, je veux vivre à Budapest, c'est l'Europe, je fais ce que je veux. Au Japon, il y a des critères et qui ne sont pas les plus simples de la galaxie. Mais du coup, je vais répondre à la question quand même, malgré l'échec au final et la situation difficile, que je mets entre guillemets, encore une fois, car j'étais pas non plus à la rue, vous l'avez compris. Mais bon, on va dire que je repars vraiment de zéro. Est-ce que je regrette? Parce que c'est ça finalement le podcast, mais il fallait remettre un peu le contexte.
Donc, est-ce que je regrette ce choix et de ne pas avoir réfléchi en fait et avant et dire bah oui, le Japon, j'aime bien, c'est une opportunité, mais peut-être qu'il y avait autre chose à faire, voilà. Ou avoir changé tout simplement, voilà, de pas de changer de vie et de me dire bah non, garde cet argent, économise, fais d'autres trucs, quoi. Parce que je vous ai dit certains plans, il y aurait pu en avoir d'autres, mais certains plans dont je vous ai listé tout à l'heure. Eh bien, j'ai envie de dire non, voilà. Rien de rien, non. Bah non, je ne regrette rien, vous connaissez la chanson. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, j'ai réfléchi en me disant, est-ce que j'ai bien fait? Blablabla, j'ai réfléchi à toutes les pistes. J'aurais peut-être dû faire ça ou faire ça, etc. Et forcément, quand on y pense et on se dit, oui, peut-être que j'aurais dû faire ça. Mais vraiment, j'ai passé une superbe aventure sur place. Moi, j'ai réalisé un rêve. On n'est pas éternel, voilà, on n'est pas éternel. Et je pense que quand on a un vrai rêve dans sa tête, qu'on est quasiment sûr, parce qu'on ne peut jamais être sûr à 100%, mais que c'est quelque chose qu'on veut vraiment, bah, il faut vraiment tout faire pour y arriver. Alors ok, hein, c'est des discours à la con, je suis totalement d'accord, parce que c'est pas toujours facile de pouvoir le faire. Même parfois c'est impossible, vous pourrez pas. Peut-être que vous allez être marié avec des enfants et puis bah, vous expatrier au Japon, ça sera pas simple pour votre famille. Peut-être que votre concubine ou votre concubin va pas vouloir parce que le Japon ça l'intéresse pas. Et donc bah, vous pourrez pas, et vous pourrez pas, il faudra faire un trait. Bon, bah tant pis, ça arrive, mais si vous avez l'occasion de le faire, il faut se donner les moyens de tenter pour pas avoir de regrets justement. Après, il faut voilà, peser le pour et le contre. Est-ce que quitter votre mari ou votre femme, c'est quelque chose de bien? Peut-être que oui, parce que peut-être que vous n'êtes pas si heureux que ça avec la personne que vous êtes, et puis vous dites, allez, soyons fous, je connais des gens qui l'ont fait, hein, qui ont quitté leur famille pour aller vivre au Japon. Voilà. Et maintenant, ils en sont contents. Ça peut être triste, sûrement que voilà, le concubin ou la concubine l'a mal pris, sûrement que les enfants l'ont mal pris. C'est égoïste, totalement. Mais voilà, c'est un choix, c'est un choix. Et puis il y a aussi l'autre choix qui est de dire oui, je rêve de vivre au Japon, mais voilà, la personne avec qui je suis, mes enfants, ils seront pas bien là-bas. Bah, je préfère mes proches ils soient bien, et puis bah, tant pis, c'est une concession. Et puis j'irai en vacances, et puis c'est déjà mieux que rien. Et ouais, il faut réfléchir, il faut se poser vraiment les bonnes questions. Mais si c'est un rêve et que vous avez des difficultés ou que ça va prendre du temps, ou que vous avez des craintes, tentez-le. Franchement, tentez-le pour pas avoir de regrets, justement. Et les regrets, comme je vous le dis, bah, j'en ai pas, hein. C'est des années qui font partie de mes plus belles années de ma vie. Alors, pour le moment, bien sûr, hein, parce que j'espère que je vais pas non plus, voilà, que ça va durer un petit peu, hein. Puis peut-être que les prochaines années seront encore mieux, je sais pas. Elles ont été vraiment riches en rencontres, en découvertes et en bien-être, tout simplement. Même si, encore une fois, hein, c'est pas non plus l'idylle, hein. Il y a eu des mauvais moments, beaucoup de stress, des stress sur mon avenir, par exemple, hein. Est-ce que j'allais pouvoir rester? Qu'est-ce que j'allais faire sur place? Si je rentre, c'est la merde, je sais pas quoi faire, j'ai pas envie de rentrer, etc. Donc, je me suis posé ces questions-là souvent. Quand j'étais au Japon, je me suis posé ces questions en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est la bonne décision? Pourquoi je vais faire ça? Est-ce que je vais y arriver? J'ai envie quand même de me poser. Je suis dans une situation un peu bancale. Donc, voilà, il y a eu il y a eu des mauvais moments, des moments de stress. Mais voilà, parce que c'est bien beau hein, de dire je kiffe, je suis au Japon, etc. Mais moi, je suis pas un aventurier, hein, je suis pas Bob Moran. J'aime la stabilité, j'ai envie d'être bien. Oui, je me suis un peu lancé dans une aventure. Même souvent, les gens me disent ah ouais, putain. Moi, c'est un discours que j'ai un peu de mal à comprendre. Même si je comprends en fait, mais moi, je le réalise pas parce que parfois, des gens, quand je leur explique un peu ce que j'ai fait dans ma vie, pour moi, j'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire, mais pour certaines personnes qui me disent ah ouais, quand même, d'avoir tout quitté, d'être allé dans un pays où tu connais rien, tu parles pas la langue, waouh, moi j'aurais pas pu. Ah, franchement, et moi quand on me dit ça, je percute pas parce que pour moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait un truc extraordinaire au final. Je me suis juste donné un petit coup de pied au cul, mais c'est vrai que c'est tout le monde peut le faire. Il y a des choses il y a des gens qui font des aventures qui sont 10 000 fois plus extraordinaires, mais je comprends que bah, c'est pas forcément donné à tout le monde et qu'il y a des gens qui aimeraient, mais bon, qui hésitent et qui savent pas, etc., etc. Et je le comprends tout à fait. Et donc, bah voilà, comme je vous le dis, je regrette vraiment rien. Si c'était à refaire, je réfléchirais sûrement un peu, je vais pas vous mentir, hein, pour voir s'il n'y a pas une voie plus intelligente que ce que j'ai fait, parce que finalement, ça reste un échec. Et je sais que si je refais ça, bah, il faudra que je retourne en France, que ça ne marchera pas, etc. Mais si on me disait, c'est ton seul choix, voilà, ça se passera de la même façon. Ou alors tu restes à ta vie d'avant, voilà, sans aucune mesure, voilà, etc. Tu refais ta vie d'avant je foncerai, même pour le même résultat, je le referai parce que j'ai passé vraiment de très bons moments, de très bons souvenirs. Et comme vous le voyez, ma motivation, elle est toujours présente pour vivre au Japon. Donc c'est qu'au final, bah voilà, tout s'est bien passé, que j'ai quand même, je peux pas regretter parce que c'est une première étape qui peut-être ne marchera pas. Peut-être que là, par exemple, je suis bien parti pour aller au Japon, mais finalement, je rentrerai peut-être encore dans 6 mois pour X raisons. Mais voilà, ça a été une première étape vers encore un essai et on verra. On verra ce que ça fait. Donc, j'ai pas de regrets pour tout ça. Bref, vous l'avez compris, je veux vous encourager à réaliser vos rêves. Bien sûr, je le dirai jamais assez,
Réfléchissez bien, renseignez-vous, écoutez plein de choses, écoutez pas que moi, écoutez d'autres sons de cloche, écoutez des gens qui adorent, qui ont kiffé, qui vont vous dire que c'est génial, bien sûr, écoutez des gens qui vont vous dire que c'était l'horreur aussi, pour voir pourquoi c'était l'horreur. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Est-ce que vous vous rapprochez? Est-ce que vous avez des atomes crochus et vous dites, pour moi, peut-être effectivement tout ça, ça va me poser problème, parce que moi, des choses qui me posent pas problème vont peut-être vous poser des problèmes à vous, et inversement, des choses qui moi j'aime pas, peut-être vous allez dire, mais moi je m'en fous de ça, c'est pas très grave. Faut vraiment se renseigner, écouter, réfléchir, beaucoup réfléchir. C'est important de faire des budgets aussi, de bien calculer, partez pas n'importe comment, parce que si vous finalement vous retrouvez avec pas d'argent au bout de 3 mois, vous allez gâcher votre expérience, et là vous aurez vraiment de vrais regrets au final. Parfois ça vaut le coup peut-être d'attendre et de bien préparer. Mais si vous avez ce rêve en tête, foncez. Même si ça doit prendre un peu de temps, comme je vous le dis, pour le réaliser, ne lâchez pas l'affaire, sauf bien sûr si ce rêve n'est pas si important que ça. Parce que oui, on a tous des lubies, puis parfois on se dit « Ah mais j'adorerais faire ce truc-là », on est à fond sur un truc, puis finalement en fait pas tant que ça, on n'est pas prêt de sacrifier certaines choses. C'est des ordres de priorité tout simplement. C'est pour ça que pour moi il faut bien réfléchir, même si c'est un truc que vous avez vraiment au fond de vous, réfléchissez et après foncez. Voilà, si vous vous dites « Ok, j'ai vraiment envie de le faire, c'est quand même pour moi », foncez, même si ça foire, même si vous avez peur, même si c'est pas parfait, ça vous fera une super expérience dans votre vie qui sera inoubliable. Et puis bon, voilà, on est un peu, on n'est pas éternel comme je vous le disais, hein, donc parfois il faut peut-être se donner des coups de pied au cul et tenter les choses qu'on a envie pour, ok ça va peut-être foirer, ok vous allez peut-être vous ramasser la gueule par terre finalement, mais vous l'aurez fait et puis il y aura des très bons souvenirs. Encore une fois, essayez juste d'avoir un petit filet de sécurité au cas où, parce que c'est quand même mieux que d'être complètement ramassé par terre et d'étouffer tout simplement. C'est toujours mieux d'avoir son petit filet de sécurité. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, si vous avez votre rêve d'aller au Japon, réfléchissez bien et tentez-le. C'est mon conseil, foncez. Voilà, c'est un peu con, mais c'est pas mon conseil comme les mecs qui vont dire allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Non, parce que je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Moi, mon conseil, ça serait de foncer, mais de réfléchir quand même avant, de bien réfléchir et de poser tout sur la table. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai pas eu de regrets, même si ça s'est pas passé comme je voulais, même si au final, alors là, vous allez me dire, oui, mais tu vas peut-être bientôt repartir au Japon, donc c'est vrai que c'est biaisé, mais j'aurais pu faire le même épisode il y a 1 an, quand je savais pas du tout comment j'allais pouvoir retourner au Japon, etc., ou même il y a presque 2 ans, quand je suis revenu et que c'était à la fin du monde, je n'ai aucun regret d'être parti là-bas, au contraire, j'ai vraiment... c'est une belle expérience que j'ai eue dans ma vie et j'ai adoré. Et sur ce, c'est fini pour ce petit focus du jour. On va passer, vous avez l'habitude, à l'insta du moment. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va suivre une Française, oui, on est original, qui vit où? Oui, au Japon. Il s'agit du compte Aurélie33, I ou L, je ne sais pas, voilà. C'est donc, vous l'aurez compris, comme vous, comme moi, comme nous, voilà, une passionnée de Japon. Elle poste des photos de son quotidien, de ses voyages au Japon, c'est que du Japon, j'ai l'impression, quasiment son compte, c'est du Japon 100%. Alors, plus souvent du Japon traditionnel, on va dire, même si parfois on a des photos de villes, etc. C'est un compte qui est quand même fort sympathique, 100%, donc comme je l'ai dit, orienté Japon. Donc, si vous avez besoin de votre dose de photos, et je sais que vous en avez besoin 100% japonaise, du Japon sans interruption non-stop, je vous invite à jeter un œil sur son compte. Vous ne serez vraiment pas déçus. Je suis pas sûr à 200% qu'elle vive au Japon, j'ai l'impression quand même au vu de ses stories, parce que ça a l'air de se passer tout le temps au Japon, mais j'avoue, je la connais pas spécialement. Mais voilà, c'est que du Japon, 100% Japon, donc c'est pour ça que je pense qu'elle vit là-bas. Voilà. Comme d'hab, les liens seront dans la description, etc., etc. de l'épisode, ou sur le Patreon, bien sûr. Mais on va faire aussi, comme d'hab, un petit café dans la rubrique de la reco de la semaine. C'est parti! Et cette semaine, on va se faire un café de Tokyo. C'est une chaîne dont je vous ai déjà parlé quelques fois. Alors je dis une chaîne car ils sont, si je dis pas de bêtises, ils ont 3 coffee shops sur Tokyo, ils en ont 2 à Kamakura et ils en ont beaucoup d'autres à l'étranger, il me semble, encore une fois si je dis pas de bêtises, qui sont américains, que c'est une chaîne américaine, peut-être que c'est des Australiens, etc. En tout cas c'est anglo-saxon. Il s'agit de Verve Coffee Roaster, alors connu sur Tokyo à la base pour leur café dans la gare de Shinjuku. Bon, là je vois qu'il y en a certains qui paniquent.
c'est à Shinjuku, mais c'est pas dans le sous-sol de la gare, hein, voilà. Vous ne trouverez, parce que s'il était dans le sous-sol de la gare, il y aurait des chances que vous ne trouveriez jamais le café, ni la sortie, voilà. Donc non, ils sont au-dessus de la gare, donc facile à trouver. Il suffit, quand vous aurez réussi à sortir finalement de la gare de Shinjuku, retrouver la place principale devant la gare et de remonter au-dessus en chopant un escalator. Ils sont à l'étage au-dessus des rails, etc. Donc très facile à trouver. Le café est franchement idéalement placé pour les touristes et les voyageurs du quotidien. Il est tout en longueur, assez grand, mais en fait, c'est pas celui-là du tout dont j'ai envie de vous parler. Non, j'ai envie de vous parler de leur dernier café ouvert sur Tokyo, que j'avais pu tenter en 2020, quand j'avais fait un passage en ville pour aller passer mon entretien pour les safaris qui n'avaient finalement pas fonctionné et qui avaient été... on parlait d'échecs, c'est là où j'avais été très triste en me disant, voilà, visa Japon, ça se fera pas, il va falloir que je rentre. Donc ça faisait partie, voilà, c'est ce jour-là, enfin pas ce jour-là, mais c'est à cette semaine-là où j'avais testé ce café-là. Et donc, au passage, le deuxième café, car j'ai dit qu'il y en avait 3, je vous en ai déjà parlé. Pas celui dont je vais vous parler maintenant, mais l'autre. Il se trouve près de Cat Street, dans une petite ruelle parallèle à Omotesando, dans un genre de sous-sol, vous savez, un peu à l'anglaise, où, vous voyez, on doit descendre par des escaliers, mais que voilà, la lumière peut rentrer dans le café. C'est pas un sous-sol, hein, c'est un peu le bâtiment à l'anglaise, quoi. Mais voilà, c'est pas celui-là dont je veux vous parler, vous l'avez compris. Celui que j'ai envie de vous présenter se trouve, et j'ai un trou, je ne sais plus dans quel quartier il est. J'ai un gros trou sur le nom du quartier, je situe totalement, mais je sais plus. Donc je vous mettrai le petit nom dans la description de l'épisode, et sur le Patreon, bien sûr, vous aurez les liens qui vont bien, etc. Comme d'habitude. Et il a la particularité d'être plus trop grand pour un coffee shop de spécialité dans Tokyo. C'est vraiment un grand café. Il est sur 2 étages déjà, et le bâtiment, il est très design, avec un large escalier pour se rendre à l'étage. Il est super aéré, c'est un étage ouvert, vous voyez, un genre de mezzanine géante, quoi. Et franchement, j'avais trouvé le lieu vraiment très très chouette pour se poser. Niveau café, pour moi, c'est pas le meilleur, hein. Qualité café, c'est pas le meilleur roaster au Japon, mais ils font le job totalement. Je suis allé qu'une fois dans celui-là, mais j'avais fait une bonne pause sur place et il y a plein de petites tables pour deux, il y a des grandes tablées. Il y a aussi moi un coin que j'avais beaucoup apprécié qui est une table géante rectangulaire avec une grosse plante au milieu et qui fait un office un peu de comptoir tout autour de la plante finalement. Et c'est un endroit moi que j'avais trouvé assez cool pour me poser et prendre mon café et être peinard. L'avantage de Verve, c'est que niveau sucré, ils ont aussi des bons plans, comme des gaufres par exemple, et on ne mange pas des gaufres tous les 4 matins dans les cafés au Japon, et c'est assez chouette de pouvoir se faire une bonne gaufre sur place. Bref, c'est un café que j'aime bien aller de temps en temps, même si c'est pas mon préféré, hein, sur Tokyo clairement, et que mon préféré en plus des Verves en général, ça reste celui de Kamakura, dont je vous ai déjà parlé dans le focus de l'épisode 122. Bah ouais, mais là vous vous dites, le mec, il a une super mémoire, maintenant j'ai vraiment galéré pour retrouver le numéro de l'épisode. Mais voilà, c'était dans l'épisode de 122 dans le focus, la reco de l'épisode. Et Verve Kamakura, c'est vraiment mon petit coup de cœur. J'avais vraiment kiffé aller là-bas, j'avais bien aimé le lieu, j'avais bien aimé les pâtisseries, j'avais adoré l'équipe qui était hyper chouette. Donc j'avoue, Verve, souvent les baristas sont très chaleureux, sont très sympathiques. Et du coup, c'est un endroit que quand je suis à Tokyo, et surtout quand je suis à Kamakura, c'est un de mes cafés préférés sur place. À Kamakura. À Tokyo, j'en ai beaucoup d'autres où je préfère aller avant. Mais allez, il est temps de parler du coup de cœur de la semaine, voilà, qui va mélanger du Japon. Donc je sais qu'il y en a parfois qui zappent le coup de cœur parce qu'ils disent mais j'en ai rien à foutre de ça. Vous avez raison, vous avez le droit. Mais là, il y a un peu de Japon, donc ça peut vous intéresser. Il y aura de l'espace. Ah oui, du Japon et de l'espace. Qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de fusées, d'astronautes. Et il y aura aussi du toaster. Ah voilà, du coup, ça commence à être beaucoup plus compliqué. Mais allez, on va en parler tout de suite. Je vous l'accorde, ce podcast, ça devient vraiment n'importe quoi. Car oui, cette semaine, le coup de cœur se déroule dans l'espace, mais aussi au Japon. Bon, pour le Japon, je suis sûr à 100%. Pour l'espace, voilà, oui, je m'engage un peu, mais je suis beaucoup moins sûr de moi, parce que je vais vous parler de toaster. Alors oui, de toaster, moins grille-pain pour les gens vulgaires. Voilà, nous on dit toaster quand on est un peu chic. Mais pourquoi il nous parle d'espace, ce con-là? Vous êtes en train de vous dire, car que quand je vivais au Japon, il y avait un toaster qui me faisait vraiment de l'œil. Il s'appelait Aladdin. Oui, je sais, ça devient vraiment n'importe quoi cette rubrique. Un toaster a un nom, et en plus le toaster de l'espace s'appelle Aladdin. Ouais, je m'en excuse, mais j'y suis pour rien. C'est vraiment comme ça que ça se passait. Donc ce toaster était un peu vert bleuté, il était super classe, je le trouvais très joli. C'est pas un grille-pain vertical comme on a chez nous, mais plutôt horizontal, comme un genre de mini-four à pizza en gros, mais pour les grosses tranches de pain de mie.
les grosses tranches de pain de mie japonaises, et vous connaissez ma passion pour les grosses tranches de pain de mie au Japon, j'adore ça. Mon toaster, il coûtait environ 100 euros, ce que je trouvais quand même super cher pour un grille-pain finalement. Et pourquoi l'espace? Bah, je sais que ça vous trotte un peu quand même en disant, mais Doc, pourquoi il parle d'espace depuis tout à l'heure, ce con-là? Bah, parce que sur le dépliant publicitaire, t'avais des genres de photos d'espace et des technologies de fusée, et vraiment qui étaient mises en avant, genre le toaster de l'espace, quoi. Alors, j'ai jamais traduit le dépliant parce que bon, j'avais pas que ça à faire honnêtement, hein, mais j'ose imaginer l'argumentaire publicitaire qui devait expliquer que ce toaster avait été fait avec des composants de fusée de la JAXA, donc la JAXA c'est la NASA japonaise, et qui chauffe grâce à une pierre de lune ou je ne sais quoi, oui pourquoi pas, hein, soyons fous, et on sait toujours le Japon, il y a toujours des trucs un peu what the fuck, et là ce toaster avait ce côté what the fuck sur son dépliant, je ne comprenais pas pourquoi il y avait plein de trucs sur l'espace. Bon, peut-être que les astronautes de la JAXA se font des petites toasts dans l'espace grâce à Aladdin. Voilà, oui, c'est n'importe quoi, ce coup de cœur, je vous l'accorde. Bref, vous le savez aussi, je suis en mode, je fais ma liste de courses, de trucs que je veux et que je vais acheter au Japon pour me reposer à nouveau quelque part, avoir mon chez moi. Et forcément, je suis retombé en farfouillant sur ce fameux toaster qui me faisait de l'œil. Et je me suis dit, oh, allez, cette fois zou, je me fais plaisir, j'ai un travail, etc. Je suis pas là-bas en étudiant, etc. Je vais avoir moi aussi mon pain de mie grillé moelleux le matin. Je vais me faire du kiff ou me faire mes petits croque-monsieur le soir, ça va être cool. Oui, mais voilà. Le problème de quand vous faites du shopping, c'est qu'on vous propose toujours autre chose. On vous dit, j'ai vu que t'aimais bien ton toaster, mais regarde, j'ai un truc qui coûte beaucoup plus cher et qui est vachement sympa. Un toaster à 300 euros. Alors là, je me suis dit, oui, ok, le toaster à 300 euros. Déjà que 100 euros, je trouvais que c'était pas donné. 300 euros le toaster. Ok, au Japon, on est un peu nos limites sur les prix, hein. On dirait, en fait, le toaster, il a la gueule d'un iMac mini, mais en bois. Voilà, vous voyez, iMac mini, un truc un peu rectangulaire. Tout petit, pas épais. Et là, donc, quand même, bon, c'est pas du blanc, c'est un truc un peu bois, etc. Et c'est pour mettre un seul toast, une seule tranche de pain de mie, en quelque sorte. Un appareil carré, on soulève le capot pour mettre son toast dedans, et boum, ça chauffe. Il y a plusieurs programmes qui permettent de choisir la taille du pain de mie, la chaleur, ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire du French toast, vous savez, du pain perdu? Est-ce que vous voulez faire que ça chauffe beaucoup, pas beaucoup? Il y a des genres de programmes, la façon s'il va être plus ou moins grillé dessus, etc. Bon, bah voilà, ça a l'air assez simple, mais quand même quelques programmations. Et surtout, il est super joli, hein. Déjà, il faut l'avouer, il est très très beau, hein. On dirait pas du tout un grille-pain. Mais bon, même si ça a l'air cool et même si c'est joli, tu te dis 300 boules pour un grille-pain, les gars, bon, faut quand même pas abuser. Je sais que je suis con, je sais que j'aime beaucoup acheter des gadgets, mais là, on va quand même un peu loin dans le délire, quoi. Mais bon, voilà, je suis curieux, j'ai donc regardé des vidéos pour voir pourquoi il coûtait 300 balles ce grille-pain. Et je suis tombé sur une vidéo d'anglais très rigolo que je mettrai dans le Patreon, hein, pour ceux qui suivent sur Patreon, qui teste ce toaster avec la même pensée que moi, hein. Ils se sont dit, on a acheté un toaster à 300 boules, mais pourquoi il vaut 300 boules ce toaster, quoi? Je veux dire, quel est le rapport par rapport à un grille-pain normal, quoi? Et la vidéo, franchement, est très drôle. Et au final, ils n'arrivent pas à critiquer le toaster, ce qui était quand même le but de la vidéo, parce qu'ils ont juste des orgasmes culinaires en mangeant leurs différentes tentatives. Ils ont testé plein de trucs, le French toast, le croque-monsieur, le fameux sandwich coréen, etc. Alors perso, je suis pas prêt. Je sais pas si je suis prêt à mettre 300 euros dans un toaster, hein. Enfin si, techniquement, je me connais, je suis vraiment capable de mettre 300 euros dans un toaster. J'ai déjà fait pire, j'ai acheté tellement de gadgets et de conneries, mais j'ai tellement de trucs à acheter pour m'équiper, pour m'installer, que mon budget installation, il explose déjà pas mal, donc je sais pas si je vais faire les frais. Mais peut-être que je ferai une folie pour ce toaster qui ne vient pas de l'espace, mais qui me fait grandement envie. Et franchement, la vidéo des Anglais m'a bien motivé, parce qu'ils avaient l'air vraiment d'avoir des vrais orgasmes, que le pain était vraiment super moelleux à l'intérieur, que que c'était parfait, quoi, que c'était vraiment, ça n'avait rien à voir avec un grille-pain classique, parce que ça grille pas en fait. C'est, je crois, je sais pas comment on appelle ça, quelle technique c'est, mais c'est pas un grill, quoi. Ça envoie de la vapeur ou je sais pas quelque chose, je sais pas comment ça fonctionne. Je suis très très nul dans ces techniques-là. Mais c'est vrai que quand j'ai regardé la vidéo, j'étais ouais, les gars, vous faites envie quand même, hein. Mais bon, 300 euros un toaster, et c'est quand même un petit peu cher, quoi. Mais allez, fini de parler de pain de mie. Peut-être que quand je serai au Japon, je vous posterai, ou peut-être que je ferai une petite rubrique sur mon coup de cœur. Ça y est, j'ai enfin mon toaster, et genre, oh, c'est l'orgasme culinaire tous les jours. On verra. Mais on va finir de parler de pain de mie et tout ça pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Et donc, je vous souhaite de passer, malgré les événements, une très bonne semaine. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Qu'est-ce qu'on dit? On dit ciao, bye bye. Matane, bye bye.「地球のリビングからお送りするこの実験
自由に腰掛ける椅子をたくさん集め、寝ているのは一人か二人、順番に待ち時間を利用する。犬はベランダで目立とうとして水をこぼす。誰かが笑ってあさってのカレンダー、間違い探しの旅に出る。定休日から天気予報を順番に予想して占って、部屋から出るのは一人私。公共手段迷いなく、かかりつけの医者にお願いすることもある。